parfois envié. Son travail dans le monde culturel lui avait donné ce que beaucoup recherchent toute une vie, une légitimité. Mais derrière cette architecture sociale, quelque chose cédait lentement, il ne l'ignorait pas entièrement. Depuis longtemps déjà, certains choix artistiques qu'il faisait semblaient annoncer à son insu une rupture imminente, comme si l'artiste en lui avait commencé avant lui-même à préparer sa chute. Le théâtre possède cette étrange vertu. Les auteurs qu'il aimait, les textes qu'il montait, les images qu'il poursuivait depuis des années semblaient parfois connaître son avenir avant lui. Mais lorsque la rupture arriva réellement, elle n'eut rien d'abstrait ni de spirituellement apaisé. Elle fut vécue comme une déchirure, une violence, quelque chose de profondément injuste. Son identité sociale vacilla brutalement, tout ce qu'il avait construit menaçait soudain de s'effondrer, et malgré les pressentiments anciens, malgré les signes dispersés dans son parcours, il souffrit comme souffre un homme dont le monde se retire sous ses pieds. Il y eut des semaines de confusion, des périodes où il ne reconnaissait plus entièrement son propre visage. Par moments, il avait l'impression étrange de continuer à vivre mécaniquement pendant qu'une autre partie de lui-même demeurait immobile, très loin derrière. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose commençait à se déplacer. Non pas vers une reconstruction sociale, mais vers une autre qualité de présence. Il comprit peu à peu, non sans résistance, que cette fracture contenait peut-être une nécessité, comme si la vie avait dû fissurer l'existence qu'il croyait être la sienne, afin qu'apparaisse quelque chose de plus ancien, de plus silencieux et de plus réel. Le mot lui revint donc un soir. Fracture. Des années auparavant, au commencement de sa carrière, il avait créé un spectacle inspiré d'Henri Michaud portant ce titre. À l'époque déjà, il pressentait obscurément qu'une faille pouvait devenir un passage. Mais il ne savait pas encore qu'un jour, cette idée quitterait la scène pour traverser sa propre vie. Depuis longtemps déjà, une certaine habitude occupait ses nuits. Les annonces immobilières. Il y trouvait un apaisement presque physiologique. Quand les autres dormaient enfin, que les voix sociales diminuaient, que le monde semblait relâcher sa pression continuelle, il avait le sentiment de respirer autrement. La nuit rendait les choses plus vraies. Des maisons apparaissaient alors sur l'écran de son ordinateur comme des îles silencieuses dérivant dans l'obscurité. Il les explorait pendant des heures. Ce n'est pas une simple distraction, plutôt une manière de traverser secrètement des paysages et des époques. Il entrait dans les lieux avant même de les connaître. Parfois, il lui suffisait d'un détail, une pierre, un vieux nom de hameau, les noms surtout. Depuis l'enfance, il éprouvait le besoin presque irrépressible d'en chercher l'origine, comme si les mots conservaient la mémoire enfouie des êtres et des territoires. Il avait grandi dans une vieille maison dont le grenier lui avait appris très tôt qu'un lieu possède une âme. Il passait des heures sous les poutres à écouter craquer le bois, imaginant les vies anciennes, les présences disparues, les couches de temps invisibles contenues dans les murs. Le dimanche, il retrouvait avec son grand-père les forêts de la Marne. Là subsistaient encore les cicatrices de la guerre, les tranchées envahies par la mousse, les reliefs irréguliers du sol. Il était encore enfant, mais il ressentait déjà ce mélange étrange entre la douceur du vivant et la violence laissée par les hommes. Très tôt, il avait compris que les paysages n'oublient rien. Un soir, au milieu d'annonces sans âme et de photographies mal cadrées, une image retint toute son attention. Quelques murs, une pierre ancienne, une végétation presque excessive. Et cette sensation immédiate qu'une histoire cherchait déjà à commencer. L'annonce mentionnait une ancienne chapelle templière, située en Haute-Marne. Rien de très précis, mais il sentit presque instantanément qu'il connaissait déjà ce paysage. En effet, pendant des années, lorsqu'il traversait cette région par l'autoroute, son regard se trouvait inexplicablement attiré vers une petite vallée aperçue au loin, une sorte d'enfoncement discret dans le plateau. Il n'avait jamais pris le temps de s'y arrêter, mais quelque chose l'appelait là. Aujourd'hui, dans la suspension brutale de sa vie sociale, il pouvait enfin suivre cette voie. Il décida de partir seul, surtout pas avec un agent immobilier, jamais. Il préférait retrouver les lieux par lui-même. Depuis des années, cette quête faisait de lui un véritable enquêteur. L'intuition, l'histoire, la géographie, les cartes, les détails invisibles aux autres, tout cela composait une forme de boussole intérieure. Après plusieurs tentatives,
Plusieurs routes empruntées à l'aube, plusieurs journées passées à errer dans les villages du plateau de Langres, il sentit enfin qu'il approchait. Une vallée, une seule petite route pour y descendre, comme un passage. Plus il avançait, plus il avait l'impression de quitter le temps moderne. Des roches, des arbres immenses, des chemins étroits et soudain, le lieu. Il avait laissé sa voiture au-dessus du vallon, au loin subsistait encore le souffle amorti de l'autoroute. Quelques éoliennes tournaient lentement, mais ici quelque chose échappait au monde. Il contourna instinctivement et discrètement les bâtiments d'une ferme voisine et ses habitants. Depuis toujours, il éprouvait le besoin de découvrir les lieux dans une forme de clandestinité respectueuse, comme si entrer dans un paysage demandait la même délicatesse que l'approche sensuelle d'un être vivant. Il descendit encore, puis il aperçut le chêne, immense, multicentenaire, et près de lui, la source. Une eau profonde, l'une des plus profondes de France, apprendra-t-il plus tard. Le ruisseau naissait là, dans cette fracture du plateau de Langres. Et il suivit son cours jusqu'à la chapelle. Le soir tombait plus vite dans la vallée qu'au-dessus du plateau. Là-haut subsistait encore une lumière pâle, métallique, retenue par les lignes droites de l'autoroute et les pâles lampes des éoliennes. Mais ici, dans l'enfoncement du terrain, l'obscurité semblait venir du sol lui-même, comme si la terre conservait une mémoire plus ancienne de la nuit. Il demeura longtemps immobile près de la source. L'eau sortait de la pierre avec une douceur presque irréelle, rien de spectaculaire. Aucun jaillissement, seulement ce flux continu, patient, millénaire, qui semblait traverser la roche moins comme une matière que comme une respiration, mais en s'écoulant sur les pierres, l'eau transformait l'air. Elle le chargeait d'une fraîcheur vibrante. Le moindre remous produisait une modulation presque musicale, une infinité de sons minuscules, des frottements cristallins, des pulsations, comme si la vallée entière respirait à travers cette circulation souterraine. Et peu à peu, il comprit que le silence du lieu ne venait pas de l'absence de bruit. Au contraire, il naissait de cette musique élémentaire. Le chant de l'eau absorbait le reste du monde, comme certaines fréquences capables d'annuler le vacarme. Alors les tensions accumulées en lui depuis des mois commencèrent lentement à se dissoudre. Le vieux chêne étendait au-dessus de lui sa masse immense. Il pensa que certains arbres finissent par devenir davantage que des arbres, à force d'assister au passage des hommes, des guerres, des hivers et des langues. Ils acquièrent une qualité de présence devant laquelle quelque chose en nous consent instinctivement à se taire. Il avait l'impression étrange maintenant que le lieu entier formait un seul organisme, une conscience végétale, minérale, une mémoire tellurique. Le bruissement des feuilles changea légèrement, ou plutôt il perçut soudain qu'il contenait autre chose que du vent, un rythme, une scansion, comme si derrière les sons naturels, autour de lui, avec une intensité nouvelle, une onde presque imperceptible traversa l'espace. Il pensa à ces films où deux dimensions se frôlent pour parvenir totalement à se rejoindre, comme si quelque chose frappait doucement derrière un voile. Une présence cherchait un passage. Et il sentit son cœur répondre avant son esprit. Son souffle ralentit, et pourtant aucune peur ne venait. Seulement cette sensation impossible à nommer, quelque chose attendait là, depuis très longtemps, cet instant précis. Alors, une silhouette se précisa légèrement près du chêne. Non pas comme un corps matériel, plutôt comme une condensation du paysage lui-même. Une émanation, oui, c'est le mot juste. L'être semblait émerger de la vibration des pierres, de l'humidité du sol, des filaments d'eau et de nuit mêlés ensemble depuis des siècles. Une présence exhalée par le lieu. Et cette présence, à mesure qu'il la regardait, semblait elle aussi le regarder avec une émotion immense, comme si sa propre manifestation lui coûtait un effort considérable. Comme si elle tentait, depuis des générations humaines, de rejoindre enfin une conscience capable de l'entendre. Audi, 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 Audi. Audi. Écoute.
peut-être soit écouté, ne savez plus frater. 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 Le mot semblait venir de partout, de l'eau, du vent, de sa propre poitrine. Pourquoi ce mot? Pourquoi pas mon nom? Pourquoi pas un autre? Agnoté. 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 Je te reconnais? Ou bien je reconnais quelque chose en toi? Ou bien encore quelque chose en toi me reconnaît? In nocte illa custodiebamus aquam et memoriam. À quoi? Le mot semble venir de très loin, peut-être de l'intérieur même du ruissellement. Custos. Custos. Qui est là? Le gardien? Puis le silence de nouveau, mais un silence vibrant maintenant. Le vent descendait du plateau, les branches du chêne oscillaient lentement, le vallon paraissait retenir son souffle. Terra meminit, terra meminit, terra meminit. La terre se souvient. Oui. Quelque chose ici n'avait jamais oublié ni les pierres, ni les arbres, ni l'eau, et soudain le phénomène changea. La voix, qui jusqu'alors semblait chercher ses mots, commença à prendre un rythme, une cadence, un mouvement plus vaste. Ubi caritas et amor Deus ibi est, comme si derrière la voix d'un seul homme se tenait maintenant un cœur invisible, comme si les siècles eux-mêmes se mettaient à respirer ensemble. Alors il ne fut plus tout à fait assis près de la source. Quelque chose le traversa, une sensation étrange, non pas le souvenir, quelque chose d'antérieur au souvenir, comme lorsqu'une mélodie oubliée revient avant même qu'on puisse lui donner un nom. Congregavit nos in unum Christi amor. Son cœur battait lentement. Il comprit que la communication ne passerait jamais par la logique ordinaire du langage. Quelque chose de plus archaïque, chercher à se transmettre un savoir d'avant les mots, d'avant la séparation entre la pensée, la matière et le souffle, et la silhouette fit un mouvement presque imperceptible, ou peut-être seulement une variation dans sa densité lumineuse. Le contour du visage demeurait instable, par moments très proche, puis déjà repris par l'ombre. Il perçut alors d'autres fragments de ces résonances latines, brisés, comme des débris de chants grégoriens remontant d'une crypte, et les mots montèrent, non de sa mémoire, de plus loin, beaucoup plus loin. Congregavit nos in unum Christi, exultemus et in ipso iucundemur, timeamus et amemus Deum vivum et excorde digamus non nos sincero. Une émotion traversa la présence elle-même, une fatigue immense, une attente séculaire et plus profondément encore, une demande. Pas une demande formulée, quelque chose de plus obscur, comme un être qui tenterait de transmettre un poids qu'il ne peut plus porter seul. Alors, la silhouette commença lentement à se dissoudre, non pas disparaître, redevenir souffle, eau, pierre, nuit. Et il demeura seul près de la source, et il sentit monter en lui une compassion inexplicable, non pas envers un fantôme, envers une conscience retenue quelque part entre la mémoire et la disparition. Il eut cette sensation fulgurante que la vallée entière participait à cet échange, comme si ce gardien n'était pas seulement un être, mais une fonction du lieu, une conscience répartie dans la roche, l'eau et le temps. Fin du premier épisode. Voilà, le moral est pété maintenant. Je peux enchaîner le deuxième, hein. C'est plus rapide. Qui n'a pas parlé? Voilà. Qui veut dire